Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, bienvenue à cette table ronde qui est organisée par Femmes et Traditions, ayant pour thème le savoir-faire traditionnel et développement. Alors, cette table ronde réunit 4 femmes qui sont fondatrices d'une ligne de cosmétiques capillaires. Je dis cosmétique, mais aussi capillaire, parce qu'il y en a une parmi elles qui est dans le capillaire. Et elles sont toutes les 4 interpellées par le savoir-faire éco-responsable, écologique, dans le respect des valeurs traditionnelles. Alors, avant de débuter, nous voulons prendre le temps de remercier nos ancêtres, de nous permettre d'être là aujourd'hui, de nous réunir. Et pour ce faire, comme le veut la tradition dictée par les ancêtres, je vais donner la parole à notre griotte Djeli Tapa, qui est une descendante d'une lignée illustre de griots maliens. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à mes reines, à mes princesses, à mes femmes fortes. Nous avons passé 2 beaux semaines ensemble, plus même, où j'ai découvert des femmes fortes, des femmes puissantes, des femmes innovatrices, des femmes qui ont de l'avenir, des femmes qui créent de l'avenir, les femmes qui font promouvoir de l'avenir avec toutes leurs richesses traditionnelles, avec tous leurs bagages, les bagages de nos ancêtres qui sont avec eux. Aujourd'hui, nous sommes sur cette table ronde qui signale aussi la fin de ce marché que nous avons eu avec des produits magnifiques. Je vous ai écouté toutes, j'ai vu vos produits, j'en ai acheté, je pense que tout le monde en a fait de même. Et grâce à nos ancêtres, tout s'est bien passé. Grâce à nos ancêtres, nous avons eu la joie, nous avons été éblouis, nous avons été enseignés en même temps. Chacune de vous est venue donner au monde entier une partie de son héritage, une partie de sa force. Et c'est ce que j'appelle vraiment la vie. Donc, je remercie les ancêtres qui nous ont protégés et puis qui nous ont accompagnés tout durant cette période et puis qui continuent aussi à nous accompagner. Donc, je vous souhaite à toutes ces femmes qui ont participé pendant 2 semaines à ce marché. Je remercie tous les gens qui sont venus et nous encourager, qui sont venus acheter durant ce marché. Et je les souhaite encore à ces femmes de continuer à nous éblouir, de continuer à créer, de continuer à se dépasser grâce à la force de nos ancêtres, grâce à ces forces qui sont en vous. Je vous souhaite à toutes bonne chance et bon courage. Une griotte ne peut pas aller, ne peut pas dire ça sans chanter. La musique fait partie de nous. Donc, à ces princesses à ces reines qui sont venues me rendre joyeuse pendant ces 2 semaines-là, j'avais l'impression de vivre avec vous. J'avais l'impression d'être là quand vous étiez en train de créer. Je vous ai senti et j'ai senti la force qui vous habite. Donc, je vous souhaite vraiment de continuer et merci de nous avoir fait partager vos savoir-faire traditionnels. Et c'était la griotte de Sabine, la griotte de vous toutes. Merci beaucoup. Donc, mon salaud, il est à nous te facile, ne fasse barate. Akili maya besigidia, ambali maluko kangamike, musalo yo baralela, faso nyama luko kangamike, musalo yo baralela, anote fosilo ni faso barate, akili maya besigidia. Merci beaucoup à vous tous. Merci à notre griotte Djeli Tapa pour ces bons mots. Merci à toi d'avoir été disponible, d'avoir été présente pendant d'ailleurs tout ce moment du marché. Et nous sommes toujours ravis de t'accueillir et de t'avoir à nos côtés. Et tu sais déjà, hein, Femmes et Traditions. Femmes et Traditions, je suis la griotte attitrée de Femmes et Traditions. Donc, je serai toujours là. Vous avez besoin de votre griotte. Peu importe le moment, appelez-moi, je serai toujours là pour vous. Merci beaucoup, Tapa.
Alors, écoutez, j'aimerais également poursuivre pour faire reconnaître que Femmes et Traditions est située en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons que la nation Gahengé comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui, et c'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Alors, on le sait, le savoir-faire permet de redécouvrir des méthodes traditionnelles ou nos propres savoirs qui sont souvent oubliés. Nous comprenons même à partir de ces savoir-faire mieux notre identité et celle des autres. Cependant, peut-on dire que le savoir-faire traditionnel est un élément de développement? Et cet après-midi, pendant à peu près 90 minutes, nous allons discuter avec nos panélistes invités de l'importance qu'elles accordent au savoir-faire traditionnel dans leurs initiatives et quelles réactions ont-elles d'ailleurs sur cette question du rôle du savoir-faire comme un élément de développement. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter notre première panéliste. Nous avons avec nous Madame Mariam Simbré, qui est la fondatrice de Le Palais du beurre de karité, produit Sanema. Et depuis 2010, elle travaille en partenariat avec les femmes productrices du beurre de karité au Burkina Faso. Elle importe et elle distribue du beurre du karité, donc ici au Québec, ainsi qu'elle le distribue à travers le Canada à des particuliers, à des détaillants, aux compagnies, aux laboratoires fabricants des produits cosmétiques à base donc de beurre de karité. Et Mariam dit que elle tient donc cet héritage-là et cette passion pour le beurre du karité de sa mère, puisque sa mère aussi exerçait le métier de commerce du beurre de karité. Je poursuis donc les présentations avec Muriel Cédo, c'est ça? Muriel? Christelle Muriel Cédo Koukoyi. Oui, qui est la fondatrice de Simca, Biocosmétique. Donc, Muriel, elle est biologiste médicale de formation et épidémiologiste. Elle a créé une structure qui s'appelle donc Simca, elle crée donc des mélanges de beurre de karité brut, du beurre de cacao et du beurre de mangue, qui sont des produits que tout le monde peut utiliser pour toute la famille. Elle a décidé donc de mettre en place cette initiative en 2015 où elle met en commun donc sa formation scientifique et son savoir-faire ancestral en cosmétique artisanale. Et elle vient du Bénin, donc c'est aussi un héritage qu'elle veut inclure dans sa gamme de produits, puisque sa gamme de cosmétiques naturels est inspirée des recettes que sa mère confectionnait au Bénin, qui est son pays natal. Elle nous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Je poursuis avec Bibi Cham Bibi, qui est aussi des nôtres. Elle est la cofondatrice de ABCD au naturel, qui est une société en nom collectif fondée très récemment, en mai 2020, par des amis qui sont issus de la diaspora noire. Donc, toujours en quête de représentativité et de produits naturels adaptés pour leur peau et celle de leurs enfants. Et les produits cosmétiques de ABCD au naturel ont pour but de valoriser les peaux noires et métisses. Ce sont des produits naturels, équitables, accessibles, éco-responsables et personnalisables pour tout le monde, femmes, hommes, enfants en bas âge et les mamans. Et enfin, on va terminer avec la présentation avec la plus jeune de l'équipe. Il s'agit de Martine Talbot, qui est fondatrice de Malaya, une entreprise canadienne qui est spécialisée dans la conception de produits capillaires qui sont fabriqués à la main pour cheveux ondulés, bouclés et crépus. Et Malaya propose une gamme de produits bio et vegan qui est authentique dans sa composition. Et on retrouve aussi le beurre de karité. Alors moi, ce que je constate, c'est que vous avez toutes les quatre un dénominateur commun qui est le beurre de karité comme ingrédient qu'on retrouve dans la plupart de vos produits. Et on a donc parmi vous, 3 d'entre vous qui êtes dans le cosmétique. Il n'y a que Martine, elle, qui est dans le capillaire.
Et j'aimerais donc vous entendre parce qu'il s'agit aujourd'hui de nous questionner de la place et qu'on donne au savoir-faire et de son rôle aussi dans le développement économique. Et donc, j'aimerais savoir dans un premier temps, et je vais commencer avec Mariam, est-ce que tu peux nous dire déjà ce que ça représente pour toi, les traditions, la transmission, et maintenant, comment toi-même, quelle importance que tu accordes au savoir-faire traditionnel dans ton initiative? Alors, tu vas ouvrir ton micro. Alors, peut-être avant, voilà. Comment tu définis pour toi la tradition, la transmission, dans un premier temps? Et pour moi, c'est une valeur qu'il faut nécessairement garder et continuer. Quand on parle de tradition, c'est que c'est un métier qui se transmet de famille ou c'est de la famille qu'on hérite ça. Moi, dans mon cas, comme je vous l'ai toujours dit, ce fut le métier de ma mère que je continue ici. Mais je trouve que c'est une valeur absolument qu'il faut continuer. Traditionnellement, c'est une valeur qui doit toujours être relevée, qu'on doit toujours préparer la relève. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans les amis, ou la relève, c'est important qu'on la prépare. Et c'est ça qui définit pour moi une tradition. La répétition. Alors justement, vas-y. C'est la répétition d'une même valeur qui se continue du fil des années, qui fait la tradition. C'est ça. Alors justement, comment toi-même, quelle importance en fait tu accordes à ça dans tes initiatives? Dans mes initiatives, j'accorde une très grande importance au développement de cette tradition, parce que si la tradition reste telle qu'elle est et elle ne se développe pas, ça veut dire que à un certain moment, ça devient monotone. Donc, il faut ouvrir certains horizons de développement à cette tradition, à ce savoir-faire au féminin et à ce savoir-faire traditionnel pour qu'il y ait une continuité. Donc, j'apporte une grande valeur, une grande considération au développement et à la tradition de ce savoir-faire. On le voit, tu es rentré au Québec il y a quelques années de ça. Tu disais effectivement, ta mère faisait déjà la vente, elle commercialisait déjà le beurre de karité. Tu n'étais pas obligé non plus, en arrivant ici, de poursuivre, mais tu as senti le besoin de le faire, c'est ça? Oui, j'ai senti le besoin de le faire parce que j'ai trouvé que on n'a pas les mêmes manières de le faire. Pour ceux qui le prennent en chemin, c'est différent que quand tu es né dans ça, c'est ta tradition. C'est différent. C'est ce savoir-faire-là que moi, j'ai voulu apporter comme ma contribution aux Québécois et aux Québécoises. C'est quoi le beurre de karité dans sa tradition, comment elle se présente. Sinon que sur le marché, j'en ai trouvé plusieurs qualités du beurre de karité, mais la tradition, ça vient donner une belle valeur, une belle authenticité, c'est-à-dire c'est la traçabilité du produit, c'est la valeur ajoutée que ça apporte. Avant de continuer avec les autres panélistes, je veux encore te poser une question. Je sais que la dernière fois, quand tu avais ce temps de parole pour présenter un petit peu ta structure dans le marché, tu faisais une intervention intéressante. C'est vrai que tout le monde connaît le beurre de karité en tant qu'ingrédient dans le cosmétique, pour les rides, en fait, et pour ce genre de vertus. Mais on a
souvent ignoré ou on ne connaît peut-être pas assez la valeur du beurre de karité en tant que médecine alternative. Et là, c'est intéressant d'entendre quand tu parlais d'autres manières qu'on peut utiliser le beurre de karité, qui est assez méconnu. Et j'aimerais t'entendre si tu peux toucher ce point là-dessus, justement. Oui, bien sûr, Sabine, avec plaisir. Que le beurre de karité, ici en Occident, on connaît le beurre de karité seulement sur le plan cosmétique. Mais en Afrique, le beurre de karité est utilisé traditionnellement dans la médecine thérapeutique, on l'utilise dans le massage, on l'utilise. En Afrique, le beurre de karité, c'est comme le Tylenol américain ou au Canada. Quand tu as enrhumé, tu as la toux, tu peux mettre le beurre de karité dans de l'eau tiède ou de l'eau chaude pour boire. Ça, c'est l'état pur naturel. Qu'est-ce que ça fait en ce moment? Ça veut dire que tu as une gorge irritée et tu as une gorge sèche. Le beurre de karité qui est reconnu comme un produit très hydratant, ça veut dire que ça va hydrater ta gorge et ça va décongestionner. Et qu'est-ce qui bloquait? Qu'est-ce qui était à l'origine de ce mal-là? Donc, en dehors de ça, quand les femmes accouchent en son temps, il n'y a pas de, excusez-moi du terme, que les vaselines ou d'autres crèmes pour le massage, non. C'est le beurre de karité qu'on utilise pour masser tout le corps de la maman. De la maman pour qu'elle retrouve ses forces. Et de deux, on l'utilise aussi pour faire sa toilette intime. Le beurre de karité contient de l'antibiotique naturel. C'est un cicatrisant aussi. Ça veut dire que lors de l'accouchement, elle a dû se faire des bobos. Ce beurre de karité-là, l'effet antibiotique va calmer la douleur et ça va cicatriser en même temps. Et si vous m'excusez du terme aussi, en Afrique, tout le monde reconnaît qu'il y a de l'excision. Quand on fait l'excision, l'antibiotique, c'est le beurre de karité qui va cicatriser la plaie. Ils ne mettent pas d'autres produits avec des produits chimiques. Non, c'est le beurre de karité brut. Tu l'utilises dans la nourriture et tu l'utilises pour te soigner. Ça veut dire on le retrouve dans tous les cas. C'est une nécessité absolue qu'on ne peut pas se séparer. Alors, merci pour ton intervention. Je trouvais important de souligner ce point aussi de l'utilisation du beurre de karité. Je vais me tourner vers Martine. Martine, tu es la plus jeune de l'équipe de cet après-midi. Toi, tu t'es lancée dans les soins capillaires. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Martine, ce que ça représente pour toi, la transmission, et l'importance que tu accordes au savoir-faire traditionnel dans ta structure Malaya? Alors, ton micro est fermé. Voilà, vas-y. OK. Donc, au niveau des traditions, pour moi, en fait, la transmission des traditions, c'est vraiment le transfert des connaissances que un parent peut transférer à son enfant. Donc, ça peut être des connaissances, du savoir, une façon d'utiliser le beurre de karité, par exemple, dans mon cas, sur les cheveux. Donc, je trouve que c'est vraiment important de transmettre ce savoir-là parce que, en fait, lorsqu'on transmet un savoir, ça permet en fait d'aider son prochain, d'aider par exemple sa famille à pouvoir par exemple mieux prendre soin de ses cheveux. Donc par exemple dans mon cas, depuis que je suis jeune en fait, ma mère a toujours utilisé le beurre de karité dans mes cheveux. Fait que non seulement ça m'a appris à prendre soin de mes cheveux avec le beurre de karité, mais aussi à cultiver aussi l'amour envers les cheveux naturels. Donc pour moi, la tradition, puis aussi le savoir au niveau du avec le beurre de karité, c'est vraiment quelque chose qui est important. Puis c'est d'ailleurs pour cette raison qu'un des premiers produits, lorsque j'ai fondé Malaya, était fait avec du beurre de karité. Donc, que ce soit, par exemple, dans les crèmes, le beurre de karité est toujours mis de l'avant. C'est pour cette raison-là que c'est toujours... c'est le premier, en fait, ingrédient que j'utilise dans les crèmes. Donc, il se trouve vraiment en grande quantité dans les produits. Donc, c'est ça. Fait que depuis que je suis jeune, en fait, comme j'ai dit, le beurre de karité a toujours été utilisé par ma mère dans nos cheveux, soit pour mes cheveux ou les cheveux de ma sœur.
Donc, c'est un ingrédient qui est très important. Puis, je compte aussi comment dire, transférer ce savoir-là à mes enfants en utilisant aussi du beurre de karité dans leurs cheveux. Alors, j'entends, c'est parce que ta maman l'utilisait dans tes cheveux. Quelque part, tu as eu c'est comme tu as enregistré ça, hein, de dire que ça t'a fait du Oui, bien. Ta mémoire a conservé cette odeur, certainement la texture, le produit en tant que tel. J'imagine aussi que c'était un moment d'échange à cette période-là aussi, quand ta maman te coiffait. Ce sont des moments comme ça importants qui restent et qui t'ont amené finalement à envisager l'utilisation de cet ingrédient-là dans ta gamme capillaire. Est-ce que, oui, exactement. est-ce que tu aurais pu remplacer le karité par autre chose? Pour être honnête, ben c'est sûr que dans les produits, j'utilise aussi, dans une des crèmes, j'utilise aussi le beurre de mangue. Mais pour moi, le beurre de karité, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment l'ingrédient, comment je peux dire, c'est un ingrédient que j'apprécie beaucoup. Donc pour moi, c'était vraiment, je pourrais pas imaginer en fait ne pas utiliser dans au moins un des produits le beurre de karité parce que je trouve qu'il y a vraiment des très bons bienfaits pour les cheveux. Donc je trouve que notamment on peut le mélanger avec des huiles essentielles, mais on conserve toujours les bonnes propriétés du beurre de karité. Donc, ça fait en sorte que peu importe le type de cheveux qu'on a, qu'ils soient bouclés ou frisés, le beurre de karité peut toujours être utile lors de nos soins capillaires. Alors, qu'en est-il pour toi, Muriel? Est-ce qu'il y a eu ce petit côté de ta maman aussi, là? Parce que je me rends compte, j'entends Mariam, c'est maman, Martine, c'est maman. Alors, toi, est-ce que maman aussi y est pour quelque part dans tout ce que tu as mis en place? Je dirais maman et grand-maman. Donc, principalement, c'est effectivement, on ramène toutes vers maman. Et c'est vraiment maman. Et maman, elle, chaque fois, c'est ce qu'elle utilisait, c'est parce qu'elle a eu de sa maman ou d'une tante. Donc, c'est toujours ce côté de femme qui place cette transmission. Mais c'est maman qui a beaucoup, effectivement, mis, je dirais que 75% de son apport, c'est dans tout ce que je fais, en fait, dans tout ce que j'essaie de mettre de l'avant. Et c'est avec justement maman que j'ai, moi, vu c'est quoi la définition de la tradition. C'est vraiment ces ensembles de savoir-faire, de petits moments ou de mise ensemble de culture, d'échange ou de façon de faire, en fait, qu'on peut transmettre à travers des produits, à travers des mets, à travers des discussions. Mais ce qu'elle m'a aussi surtout apporté, c'est que cette tradition, elle n'est pas faite pour être figée. Elle est faite pour être améliorée tout en gardant la base. C'est exactement. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, c'est la tradition. Et une autre notion qu'elle m'a apprise, la tradition, c'est la non-assimilation. Donc, refuser de l'assimiler à quelque chose d'autre. C'est de la garder telle qu'elle est et de vivre en fonction de ça dans l'environnement dans lequel nous sommes sans l'écraser ou sans l'oublier ou bien faire semblant de faire comme si elle n'existait pas parce qu'on veut se complaire à l'environnement dans lequel on se trouve. Donc, c'est vraiment ça. Et oui, effectivement, 80% de mes formulations, de mes recettes, mais ça vient de ce que j'ai piqué à ma maman, il faut dire la chose, et que j'ai amélioré, avec d'autres ajouts et mon savoir-faire scientifique. Vraiment, ouais. Donc, c'est maman. Ouais. On s'entend quand même, Muriel, tu es quand même biologiste médicale et puis épidémiologiste, donc il y a des formules aussi que tu as incluses dans ce savoir-faire traditionnel. Oui, beaucoup. Mais il est certain, quand je reprends un petit peu l'ensemble de vos commentaires, pour la plupart, avant que j'arrive vers toi, Bibicha, on retient bien que pour vous, le savoir-faire, hein, c'est la répétition, c'est ce que disait Mariam, c'est la répétition des valeurs qu'on doit considérer,
c'est de maintenir une traçabilité, c'est le transfert des connaissances et du savoir, c'est la non-assimilation. J'aime quand tu dis ça, la non-assimilation, c'est garder les choses dans leur authenticité, telles qu'on les a reçues, et amener peut-être, comme tu disais, une amélioration, mais comme dit aussi Martine, c'est garder l'ingrédient qui consiste de la base et autour de l'ingrédient greffer d'autres éléments. Alors, est-ce que toi, pareil, quels seraient tes commentaires sur cette démarche de tradition, de transmission, et puis comment toi-même, on les retrouve dans les produits ABCD au naturel? Bonjour à tous. Pour moi, la tradition, c'est vraiment la pierre angulaire vraiment de notre démarche de création d'entreprise et même du développement de nos produits. Pour moi, la tradition, c'est vraiment un ensemble d'usages, de pratiques, de coutumes en fait, qui se transmettent de génération en génération et qui sont vraiment l'empreinte d'une culture en fait. Et même si c'est ancré dans le passé, pour moi, les traditions sont comme une liaison entre le passé, le présent et le futur. Et si je me fie par rapport à mon histoire en tant que femme, en tant qu'immigrante et en tant que personne française, je suis née en France en fait et j'ai vécu en France, mais je suis originaire du Congo, République démocratique du Congo. Les traditions sont très importantes, surtout quand on arrive à un stade crucial dans la vie d'une femme qui est d'être mère en fait. Moi, j'ai à peu près une trentaine d'années et dans ce monde un peu capitaliste où tout doit aller très vite, on oublie un peu ce côté un peu authentique de la tradition. Et moi, j'ai la particularité d'être devenue maman au Canada, mais ma mère vit entre la France et le Congo en fait. Et il y a cette tradition un peu dans notre famille qui est que dès qu'il y a un nouveau-né, on envoie en fait le petit paquet avec le beurre de karité, donc qui a voyagé, qui a traversé les océans et qui est venu me trouver au Canada. Et j'ai dû appeler ma mère pour lui dire, mais là, j'ai fait le ménage un peu dans mes produits cosmétiques de soins du corps et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de produits chimiques en fait. Et quand on va donner naissance à quelqu'un, à un enfant, on se rend compte qu'il faut qu'on prenne soin de nous pour prendre soin de l'être qui est en train de grandir à l'intérieur de nous. Et le beurre de karité, c'est à cette occasion-là que je me suis rendu compte qu'il avait plein de ressources. Et comme le disait Mariam notamment, pour le soin de la femme en fait, pour l'hydratation de la peau, contre les vergitures, je l'utilisais en fait pour préparer mon corps pour la grossesse. Comme elle le disait également pour la préparation à l'accouchement, j'ai utilisé le beurre de karité pour le massage, désolée de parler de ça là, mais du massage du périnée, avant et après, puisque j'ai eu une épisiotomie, donc il a fallu aider à la cicatrisation. Donc c'est là qu'il y a toutes les vertus en fait du beurre de karité qui entrent en action. Mais dans notre particularité chez ABCD au naturel, nous en fait nos produits s'inspirent aussi des rituels de beauté du monde parce qu'on vient de pays différents. Mon mari qui est dans le projet vient de Madagascar, mon ami vient du Burundi. On avait également des amis qui venaient des Antilles. Donc, on s'est vraiment servi un peu de notre héritage afro-caribéen pour remettre un peu au goût du jour certaines traditions, en fait. Donc, par rapport au beurre de karité, nous, on a décidé de le transformer et d'en faire un chantier corporel pour faciliter son application. Mais on a également développé une gamme de soins pour enfants, notamment avec le liniment, qui est en fait une crème de change nettoyante, protectrice et hydratante qui originellement est utilisée traditionnellement en France et en Europe en fait. Et nous, on s'est inspiré de cette tradition-là qui fait partie de mon héritage, puisque je suis française également, et on l'a remis au goût du jour en ajoutant de l'huile de noix de coco bio et du beurre de karité également en fait. Donc nous, on est vraiment dans cette philosophie, comme disait un peu Muriel, de s'inspirer de la base, notre héritage, puis d'y mettre un peu notre empreinte en fait pour la faire évoluer. Ouais, je suis là. OK. Vous avez fait un état des lieux un petit peu de l'importance que vous accordez justement à ce savoir-faire traditionnel dans vos initiatives. Et j'entends effectivement que finalement, vos initiatives n'ont pas été lancées comme ça. Il y a eu de la réflexion, il y a eu une démarche derrière pour pouvoir toujours être, de répondre à des besoins, à une attente d'une clientèle, mais en même temps en ayant le souci
de transmettre les vertus de l'ingrédient principal que vous avez toutes utilisé, qui est le beurre de karité. C'est sûr, l'idée n'était pas de parler que du beurre de karité, mais comme par hasard, c'est l'ingrédient qui vous réunit toutes les quatre. Maintenant, on sait que le beurre de karité est très commercialisé. Ça fait partie du développement économique, comme d'autres ingrédients, bien sûr. On dit effectivement que le développement des uns se fait souvent au détriment des autres, hein, et que les conditions qui ont permis le développement des uns ne sont pas toujours réunies dans le développement de l'autre. Alors maintenant, est-ce qu'on peut dire que par rapport au savoir-faire traditionnel qui se base sur certains ingrédients qui restent dans le savoir-faire traditionnel, est-ce que ça peut être une source de développement ou pas, sachant qu'on peut se retrouver avec un développement qui pourrait menacer le savoir-faire traditionnel? Qu'en pensez-vous? Qui voudrait répondre à ça? Oui, je vais y aller. Nous, je sais que chez Abecido Naturel, on s'inspire beaucoup en fait des concepts de la slow cosmétique. Et en fait, la slow cosmétique, c'est une philosophie qui prône un usage écologique et éthique. Non, en fait, un courant qui est écologique et éthique et qui prône en fait un usage sensé et responsable des cosmétiques. Et je pense que la clé vraiment, c'est au niveau de la responsabilité de chacun. Donc nous, je sais que nous, on accorde beaucoup d'importance au niveau de la traçabilité, mais également au niveau des conditions de rémunération, de récolte et de travail des agriculteurs et des travailleurs qui vont récolter toutes les ressources dont on a recours. Donc on a parlé du beurre de karité. Nous, on travaille beaucoup avec le beurre de mangue, le beurre de cacao, l'huile d'argan et d'autres ingrédients, en fait, pour leurs diverses vertus. Mais généralement, ces ingrédients-là sont issus de pays où, malheureusement, en fait, il pourrait y avoir une certaine exploitation ou du moins, comment dire, la rémunération, la traçabilité se ferait aux dépens de ces personnes-là qui travaillent, en fait, et qui récoltent ces ingrédients-là. Donc, moi, je pense que c'est à nous, en tant que consommateurs, également, de faire des choix éclairés. Et ce qui est bien, c'est que là, on assiste partout dans le monde à vraiment un mouvement où les gens veulent consommer local. Mais s'il n'est pas possible de consommer local, parce que le beurre de karité, il n'y en a pas au Canada, par exemple, du moins de faire affaire avec des entreprises qui ont ce qu'on appelle une responsabilité sociale, en fait. Et ces entreprises, ce sont nous. Donc, c'est à nous, en fait, de fournir ce service-là aussi à notre clientèle, à nos consommateurs. Nous, on utilise des produits 100% naturels, mais qui sont également éthiques. Et donc, pour être éthique, il faut qu'on assure une traçabilité à nos consommateurs, dans le sens où il faut des produits qui font du bien à notre peau, mais qui aussi contribuent au développement d'autres pays et de ces travailleurs, en fait. Mariam, je sais que toi aussi, quand tu as lancé Sanema, tu l'as fait en partenariat avec des femmes qui produisent du beurre de karité. C'était un petit peu cette démarche-là que tu avais? Oui. Oui, Sabine, au début, en fait, quand je me suis décidée de me lancer en la distribution du beurre de karité ici au Canada, j'ai d'abord contacté ma mère qui avait déjà plus de 90 ans. Et je lui ai expliqué qu'il y a vraiment de l'opportunité d'affaires dans ce pays-là et que c'est un produit que je maîtrise, j'aimerais bien me lancer dans ça. C'est là que maman m'a dit que, mais tu sais que Mariam, je ne peux plus faire ça, il y a longtemps, je ne fais plus ça, mais tu peux venir comme au petit marché, tu allais vendre avec tes amis, elles sont devenues aussi des grandes dames comme toi, viens les voir, puis vous allez essayer de vous mettre ensemble en association, vous pourrez faire quelque chose. Pourquoi pas, nous serions heureuses de voir que vous continuez, qu'est-ce qu'on vous a appris. Si tu es arrivé au Canada en tant que fonctionnaire et tu veux tous les abandonner, puis revenir à la vente du beurre de karité, vraiment, j'en suis fière. C'est là que je me suis décidée, j'ai pris une vacance pour retourner au Burkina et rencontrer les filles des collègues de ma mère avec lesquelles on se retrouve au petit marché pour vendre nos produits, pour les expliquer c'est quoi la valeur du beurre de karité à l'Occident. Et ces femmes-là étaient contentes de
rejoint à moi pour faire partie de ce projet-là. C'est là qu'on a créé une association qui s'appelait Boudnoma. Et aujourd'hui, elle est devenue une grande association à Ouagadougou, c'est ma ville natale. Et puis, j'ai accompagné ces femmes-là jusqu'à ce qu'elles sont bien développées. Aujourd'hui, elles peuvent voler de leur propre aile. Ça veut dire qu'elles ont toutes les conditions, elles remplissent toutes les conditions nécessaires. Elles produisent le beurre de karité, elles vendent au Burkina, elles vendent aussi en France et partout. Et c'est là que vous êtes tous africains, je ne sais pas, vous connaissez le principe. Je suis née à Ouagadougou, mais mon village n'est pas de Ouagadougou. Mon père a quitté un village pour aller s'installer dans la capitale. Et quand je suis allée en visite à la capitale, puis les femmes voisines qui venaient voir la fille de cette famille-là qui est venue de l'Occident, j'avais des larmes aux yeux. Et il y a des femmes qui pouvaient manger des sauces sans sel, parce que c'est au village, les moyens financiers sont vraiment limités. Ça a touché mon cœur, je dis, mais pourquoi pas? Si, déjà, les femmes, l'association à Ouagadougou, les femmes en ville, elles gagnent bien leur vie. Moi, je vais essayer d'apporter ma participation au développement de mon village. Et c'est là que j'ai regroupé ces femmes-là. Je suis repartie 3 fois dans la même année et j'ai regroupé ces femmes-là. Myriam, puis, vous vous appelez Myriam. Désolée. Puis j'ai regroupé ces femmes-là en association et puis elles produisent le beurre de karité et moi je commercialise ici. Ça veut dire que je participe au développement socio-économique de ces femmes-là. C'est moi qui achète, à chaque fois qu'il y a la récolte, à la saison des récoltes des noix, moi j'envoie l'argent, elles achètent les noix, elles conditionnent jusqu'à ce que quand elles finissent leur culture, elles se mettent à la production. Pendant la saison en été, elles ne font que la production du beurre de karité. Elles ont une saison pour produire le beurre de karité et une saison pour s'occuper de leur vie culturelle, ménagère et autres. C'est ainsi que j'ai vu que toute Africaine peut être ambassadrice de son village, de sa ville, peut participer au développement de... Nous sommes ici comme des ambassadrices. Et voir ces femmes-là se développer financièrement ou pouvoir fêter un 8 mars, c'est à la femme, je dis, c'est à la femme citadine, à la femme qui sont dans les centres des villes qui connaissent le 8 mars. Les femmes du village, en temps, ils ne savaient pas c'est quoi un 8 mars, ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire le 8 mars, ils ne savaient pas qu'il y a une journée qui est dédiée à la femme. Mais grâce à des métiers comme ça qui sont dédiés juste aux femmes, il faut les faire aussi goûter à la saveur de la vie, qu'on peut s'émanciper, on peut aussi vivre heureuse comme les autres femmes. C'est ça que j'ai vu, quelque chose qui vraiment me galvanise à beaucoup travailler avec ces femmes-là, à continuer, même quand souvent, en tant qu'entrepreneur, on voit que ces sommes, ça ne va pas, mais on sait que derrière nous, qu'est-ce que nous faisons si nous baissons les bras? Ça veut dire qu'il y a plusieurs qui vont sombrer dans leur vie. Donc, j'entends, Mariam, que quelque part, le fait que tu achètes le beurre dans les mains de ces femmes, tu as développé une sorte d'économie de subsistance avec elles. Tu leur as permis d'avoir une certaine aussi autonomie. Est-ce qu'on peut dire aussi que ça peut aider à faire de la réinsertion sociale? Muriel, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es de cette Oui, tout à fait. En fait, dans mon cas, moi, vous m'entendez, hein? Oui, vas-y. Oui. Dans mon cas, dans mes pratiques à moi, en fait, c'est que très tôt, j'ai inclus les différentes cibles de développement durable de l'ONU. Donc, surtout les 3 principales qui disent l'humain au centre de tout, la lutte contre la pauvreté, mais aussi au niveau de l'environnement, comment est-ce que c'est bien beau d'utiliser le beurre de karité, mais c'est important de ne pas aussi faire de la surexploitation au niveau de la terre où on l'exploite. Donc, ce qu'il faut faire, c'est
Ce que dans les pratiques, c'est que je m'associe, parce que je ne peux pas avoir le privilège de voyager tout le temps. Mais quand je le fais, je vais, moi, si je suis née, moi, je suis une citoyenne du monde. Hein, je suis née au Bénin, j'ai grandi au Gabon, je suis venue au Canada, mais j'ai aussi mes grands-parents, ma mère qui est une Peul qui vient du nord du Bénin. C'est vraiment un mélange que moi j'ai dans ma famille, c'est une richesse. Alors moi, le beurre de karité, j'ai découvert aller les chercher directement au nord du Bénin, dans une petite ville où mon père est né, Nati Tengu. Et là-bas, les femmes, c'est frontalier avec le Burkina Faso, c'est extraordinaire. Quand on découvre comment elles le font, donc je fais avec mes tantes, un peu, je leur donne du travail, si on peut le dire comme ça, et elles font le voyage, elles vont là-bas dans ces regroupements de femmes pour aller acheter directement chez ces femmes et s'assurer dans ce que je leur demande de scolariser une ou deux petites filles ou un enfant de ces familles, d'aider ces femmes-là à les mettre à l'école, parce que dans ces régions, l'éducation, c'est problématique parce que c'est pas accessible à tous. Aider aussi au niveau de l'accessibilité aux soins de santé pour ces femmes-là qui attendent longtemps avant d'aller consulter. Donc, c'est aider vraiment dans le développement de vie de ces différentes femmes. Et quand je n'ai pas l'opportunité, quand je prends, parce que moi, j'aime mélanger de toutes les cultures aussi. Donc, quand je vais prendre, par exemple, mon huile de rose musquée, quand je vais prendre mon cacao que je préfère aller prendre au Ghana, mais je vais faire affaire avec des coopératives que je sais, qui ne sont pas des coopératives dirigées par des grands consortiums parce qu'on veut faire plaisir et dire qu'on rencontre ces cibles, mais vraiment des micro-coopératives qui sont directement dans ces communautés, qui sont dirigées par des personnes de ces communautés pour m'assurer que quand j'achète chez eux, mais une partie est remise à ces femmes, je demande à voir ou à ces familles-là et replanter. C'est bien beau de les prendre, mais j'accueille une importance importante, une attention à les aider à replanter chaque arbre de karité. Donc, pour des kilos de karité utilisés, ben, il faut replanter un arbre. Il faut redynamiser cet environnement pour ne pas détruire cette richesse qu'on a via la terre. Donc, moi, c'est ce que je vois. Et comme tu dis, en termes de réinsertion, ben, ce sont les jeunes qui sont désœuvrés qu'on va envoyer, mettons, pour faire ce projet-là, un projet valorisant, je replante et en échange, j'ai quelque chose en fin de la journée et j'ai redonné à ma communauté. Donc, c'est comme ça que moi, je le vois vraiment pour ce qui est de l'utilisation du développement. Donc, il ne faut pas que le développement soit au détriment de la communauté. Donc, et je suis aussi je lutte aussi beaucoup contre ce qu'on appelle le greenwashing. Donc, dire qu'on embrasse un courant parce qu'on veut faire plaisir. Non, moi, quand on l'embrasse, je le vois dans la façon de vivre des personnes, dans comment est-ce qu'ils font le partenariat d'affaires en termes d'équité, en termes de respect de ces individus. Moi, je suis déjà arrivée à refuser de faire affaire ou d'acheter quelque chose parce que je dis que ce respect-là n'existait pas. Donc, c'est vraiment, c'est comme ça que moi, je le revois, en fait, pour donner l'impact. Souvent, je dis aux gens, ne venez pas me dire, Muriel, tu es éco-responsable. Non, je ne suis pas éco-responsable. Je vais vous montrer comment je le fais. Je veux pas dire que je suis éco-responsable. Je veux pas dire que je fais du recyclage. Je veux pas dire que j'embrasse un courant de... Non, je suis pas dans ce courant philosophique. Je suis dans l'action de les montrer. Parce que ma grand-mère disait, il faut que tu démontres dans ta façon de vivre et de faire les choses plutôt que de prendre les grands mots que... Ben, je vais caricaturer, mais c'est ce qu'elle dit, que les Blancs t'apportent. C'est ça, en fait. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément lié à la peau. Je pense que c'est sa façon, elle, de parler de développement, en fait, culturel venant d'ailleurs. Donc, c'est ça. Des gens extérieurs. Des gens extérieurs, exactement, ouais. Bon, alors, quand j'entends que vous êtes toutes les deux, autant Mariam que toi, Muriel, dans votre démarche de concevoir de vos produits, vous allez donc chercher à la source et vous assurez que ce que vous allez chercher puisse être une source de subsistance pour ces femmes-là qui ont le savoir-faire pour fournir le meilleur beurre de karité, par exemple, et qui contribuent du coup à une sorte d'autosuffisance, qui permet d'avoir une insertion sociale aussi. Ça permet aussi d'avoir des femmes qui puissent scolariser leurs enfants, enfin, en tout cas faire vivre leur famille. Il y a une chaîne, hein? Il y a l'emploi, c'est ça. Il y a une chaîne. Donc, tout ça nous amène au moment où vous arrivez à produire créer vos produits et le commercialiser. Donc, quand moi, j'achète un produit,
venant de Simca ou de chez le Palais du beurre de karité ou toute autre personne qui a décidé de lancer une gamme cosmétique ou capillaire avec un savoir-faire traditionnel, je suis en train en fait de contribuer à cette chaîne. Et c'est ça que j'aimerais que les gens comprennent. Je ne sais pas si vous-même vous êtes d'accord avec moi. Le prix qui va être déterminé pour ce produit-là, mais il aura aussi été déterminé par rapport à tout ce cheminement-là. Absolument. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et quelque part, on n'a même pas besoin de dire « Oh, c'est peut-être trop cher. Oh non, je préfère aller acheter autre chose. » Mais il y a tout un travail en arrière, mais il y a aussi des gens qui se sont investis là-dedans. Est-ce que Malaya, toi je comprends bien Malaya, tu ne vas pas chercher ton beurre de karité comme fait Maria, mais comme fait Muriel. Mais toi maintenant, en tant que relève, puisque tu es cette relève-là qui a compris qu'il est important de faire une utilisation maintenant de ce qu'on a eu comme transmission pour rester nous-mêmes proches de nos valeurs. Comment toi, tu vois ça? Je dirais déjà, ça commence à partir du moment où je vais, dans le fond, acheter mes matières premières, par exemple pour le beurre de karité. Moi, par rapport à mes fournisseurs, je m'assure toujours, je trouve que c'est vraiment important quand je viens pour acheter du beurre de karité d'avoir vraiment un contact avec le fournisseur. Donc, par exemple, de lui demander, OK, d'où vient le beurre de karité? Est-ce que c'est d'une bonne qualité? De vraiment m'assurer que même la personne qui me vend le beurre de karité est vraiment, comment dire, c'est en fait d'où sa marchandise vient, puis en mesure aussi de pouvoir un peu m'expliquer c'est quoi le processus, de vraiment avoir plus d'informations. Donc moi, personnellement, quand j'achète mon beurre de karité, c'est ou en général mes autres produits, c'est vraiment important que j'ai vraiment, cette discussion-là avec le fournisseur pour être vraiment en mesure de voir un peu c'est quoi sa vision par rapport au beurre de karité, puis aussi savoir un peu d'où vient sa marchandise. Je dirais aussi par rapport aux produits, je trouve que vu que j'utilise beaucoup le beurre de karité dans mes produits, je trouve que c'est vraiment important lorsque je le présente aux clients qu'ils voient vraiment l'importance de vraiment, l'importance de savoir en fait d'où les ingrédients viennent, puis aussi la qualité des ingrédients. Donc, c'est pour cette raison-là que, tu sais, si j'ai des clients qui me demandent, par exemple, plus d'informations par rapport aux produits, je leur spécifie vraiment que, tu sais, c'est des bons produits, que la matière première sont, par exemple, biologiques, que c'est fait à la main pour qu'ils puissent vraiment comprendre un peu que c'est pas nécessairement juste un produit qu'ils achètent, mais c'est vraiment de la bonne qualité. Puis aussi, par rapport au commerce éco-responsable, j'aimerais rajouter aussi que quand, par exemple, je fais mes produits, par exemple, si j'ai des commandes, je m'assure toujours que j'achète en fait seulement, le nombre de matières premières dont j'ai besoin. Donc, par exemple, si j'ai, par exemple, 20 crèmes à faire, par exemple, la semaine prochaine, je vais seulement acheter, par exemple, le nombre, la quantité exacte de beurre de karité, non seulement pour un peu ramener la question aussi du respect envers la matière première, puis aussi m'assurer que j'utilise vraiment simplement donc ce que j'ai besoin. Donc, pour moi, c'est vraiment important. Ouais. Fait que ça fait que ça commence, comme j'ai dit, à partir du fournisseur jusqu'à la création des produits. Je m'assure vraiment que ça soit vraiment tout fait dans le respect, puis aussi de partager un peu ce parcours-là avec mes clients en leur donnant le maximum d'informations sur, dans le fond, les étapes de fabrication du produit. Bibicha, dans les produits de ABCD au naturel, il y a une crème qui est aussi qui a un ingrédient comme le ylang-ylang. Est-ce que on est un peu dans la même démarche, hein? Ce ylang-ylang, il est pris d'où? Alors, notre ylang-ylang, en fait, provient de Madagascar. Et nous, comme on est un peu dans la même situation que Malaya, on n'a pas l'opportunité de pouvoir voyager pour aller travailler avec des coopératives sur place. Nous, on fait affaire avec, je ne sais pas si je peux donner les noms là, mais avec des fournisseurs qui sont certifiés Écocert, je ne vais pas donner le nom, qui sont certifiés Écocert et qui nous donnent toute la traçabilité sur nos produits. Donc, par exemple, notre beurre de karité nous vient du Ghana également. Notre beurre de cacao nous vient de Côte d'Ivoire. Donc, nous, en fait, on s'assure également d'assurer toute une responsabilité sociale sur toute la ligne de production. Mais également, je pense que ça passe par la sensibilisation du consommateur, en fait. Parce que à la fin de la journée, c'est lui qui va payer
pour ce produit-là, il faut qu'on éduque, entre guillemets, le consommateur à valoriser le travail effectué par ces gens dans les coopératives, par exemple. La valeur également au niveau de la qualité des produits, et pour leur dire que, par exemple, si on veut quelque chose qui soit bien pour notre corps, qui soit bon pour notre santé et pour l'environnement, bah, ça demande également de devoir payer un peu plus cher que des produits en fait qui vont coûter ou qui vont être en entrée de gamme, on va dire, ou qui vont coûter très peu cher en fait. Donc je pense que ça passe par nous également en tant qu'entreprise de sensibiliser le consommateur sur l'importance d'exiger une traçabilité, mais également d'exiger entre guillemets aussi d'avoir une exigence au niveau de l'efficacité et de la responsabilité des entreprises par rapport à ça en fait. Donc nous c'est pour ça qu'on fait beaucoup affaire avec des entreprises certifiées, qu'on affiche également ces certificats-là pour leur dire que nous ce n'est pas juste un mouvement, mais que dans notre pratique aussi on met en pratique ce que l'on dit en fait. Et on est très ouvert également au niveau on fait beaucoup sur les réseaux sociaux ce qu'on appelle les behind the scenes, donc l'arrière-plan, pour montrer, regardez, vous voyez comment nous on fait nos produits qui sont faits main, localement et avec respect, avec des ingrédients naturels et bio. Alors, on vient de faire un petit tour d'horizon par rapport au développement. On vient de voir que le développement peut être un atout, peut être très bénéfique parce qu'il permet à des femmes ou bien des personnes qui sont issues de certaines régions où proviennent peut-être un ingrédient essentiel dans un produit, de pouvoir d'avoir en fait une source de revenus là. C'est une forme de subsistance, une économie de subsistance et qui permet également de favoriser l'autonomie. Mais c'est sûr, c'est beaucoup les femmes qu'on retrouvera dans ce schéma-là. Maintenant, le revers du développement. Est-ce qu'on peut dire aussi que attention, ce développement-là, puisque là, si on vient, on regarde l'aspect capitaliste, pourrait être comme une menace pour le savoir-faire traditionnel. Est-ce qu'on peut considérer parfois aussi que ce développement-là pourrait un peu voler le savoir-faire traditionnel, c'est-à-dire récupérer le savoir pour pouvoir produire à plus grosse échelle, à plus grande quantité? Et léser ceux qui essaient de mettre en place des initiatives fabriquées à la main pour pouvoir toujours garder le côté authentique. Qu'en pensez-vous? Je vais répondre à celle-là. Je vais tenter une réponse. Oui, il pourrait y avoir le revers de la médaille. Et comment se protéger de ça, finalement? Comment se protéger de ça, en fait, c'est d'utiliser des méthodes qui vont conserver l'intégrité, en fait, de nos ingrédients pour ce savoir-faire. Donc, par exemple, je vais juste dire on veut vraiment valoriser le savoir-faire à la main. Si on va parler des femmes à la source, c'est comme disait Myriam, c'est de juste s'assurer qu'il y a une personne qui a eu cette transmission-là de ce savoir-faire manuel qu'on peut mettre même à l'échelle industrielle, le conserver. Maintenant, si on revient au niveau micro, nous qui fabriquons et qu'on veut vraiment conserver, il y a la façon de traiter ces ingrédients pour conserver leur intégrité sans aller détruire en fait les différentes molécules en utilisant les équipements. Il y a des équipements qu'on peut utiliser qui vont conserver ce savoir-faire manuel-là, même à grande échelle, sans aller détruire en fait la molécule en elle-même, ce qu'on veut conserver et qu'on veut transmettre dans chacune de nos créations. Donc ça nous amène nous-mêmes comme ambassadrices, comme Myriam nous a vraiment nommé, nous sommes vraiment ces ambassadrices, avoir dans nos processus et façons de faire, de toujours conserver, refuser en fait de bousiller l'intégrité. Je vais prendre un exemple tout simple. À un moment donné, dans nos entreprises, on va tous avoir une croissance où on va se retrouver à produire plus que en petite quantité. Quand ça nous arrive et qu'on se met donc dans cette perspective de développement d'affaires, mais c'est toujours s'assurer dans ce développement-là de garder l'intégrité avec les machineries qu'on va utiliser, avec les partenariats qu'on va faire pour ceux qui peut-être vont faire de la sous-traitance pour nous, pour exiger dans nos contrats qu'on a des types de machines qu'on veut garder, qu'on veut utiliser
peu importe la quantité qu'on nous demande, quitte à le faire en 3-4 jours, plutôt que de le faire en une journée parce qu'on veut aller dans la masse, mais on le fait, on prend le temps de conserver ça. C'est nous, en fait, qui devons le faire. C'est pas facile. Ça va nous amener parfois à prendre des décisions qui vont être contre nos. C'est là où on va se rendre, on arrive à, on se dit, est-ce qu'on continue ces valeurs-là parce qu'on veut les conserver ou on regarde le côté pécunier financier et puis on se dit, OK, on passe à ça et c'est un mal nécessaire. Donc, c'est dur, il faut que je l'avoue, mais c'est dans ces moments-là que notre bagage de valeurs traditionnelles doit prendre le dessus et ce n'est pas facile. Parce que quand on se lance en affaires, c'est parce qu'on veut faire de l'argent. On veut, oui, aider les autres, mais on ne va pas jouer à la politique, on ne va pas jouer à l'autruche, on veut améliorer aussi nos vies. Et c'est là où la décision à prendre, c'est de savoir est-ce que je mets en péril mon amélioration de vie en conservant cette tradition, ce savoir-faire pour aider l'autre. Et c'est les valeurs qui vont nous amener à décider de comment on peut le faire. Et c'est possible. Mais par contre, c'est très difficile. Quel défi que vous avez rencontré depuis que vous avez décidé de produire vos gammes avec un savoir-faire? Quel défi vous avez rencontré justement par rapport à ça? Bibicha et peut-être Martine? Moi, c'est un peu en lien avec la réponse, avec la question que tu posais tout à l'heure. Moi, je pense qu'en fait, il est possible de concilier ces deux choses-là via l'innovation, en fait. Par exemple, je sais qu'actuellement, il y a un peu le courant, je vais sortir un gros mot, un peu de la bio-ingénierie. Donc, c'est vraiment, en fait, s'inspirer, en fait, des actifs bio qui permettent, en fait, de réduire le recours à certaines ressources, en fait. Donc, en utilisant beaucoup les plantes, les algues et tout ça, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'autant utiliser, ou ça nous permet d'avoir un usage plus responsable des matières premières. Et je sais que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, surtout de nos jours avec tout ce qui est la conscientisation écologique. Et puis, il y a le développement également de tout ce qu'on appelle le courant un peu beauté zéro déchet et le fait de réduire l'apport en eau dans nos conceptions. Donc, ça passe par l'innovation. Donc, moi, je sais qu'on développe beaucoup de partenariats avec des laboratoires et dans la conception de nos recettes, ça peut représenter un défi. On utilise beaucoup d'alternatives, en fait. Donc, si je prends l'exemple de nos emballages, on est en train de travailler avec des fournisseurs qui vont développer pour nous des emballages qui sont biodégradables pour avoir un autre recours que les emballages plastiques. Et puis, au niveau de l'eau, étant donné qu'on sait que la quantité d'eau de par le monde est très réduite, surtout dans les pays du Sud, et ben, je sais que nous, dans nos recettes, on va chercher une alternative, notamment avec des agents hydratants comme l'aloe vera, en fait. Donc, c'est pour ça que je dis que l'innovation, c'est ce qui permet un peu de concilier, en fait, ce besoin, l'aspect traditionnel, l'aspect d'avoir recours à des ressources premières, mais également de pouvoir développer des formules qui soient respectueuses, en fait, de l'environnement. Et ça peut représenter un défi en tant que petite entreprise, parce que là, on est petite entreprise, parce qu'il faut aller savoir rechercher les bons partenariats. Et puis, quoi qu'on en dise, avoir une conscience écologique, ben, ça coûte de l'argent. Donc, ça demande de faire des investissements, ça demande d'aller faire des recherches, mais comme le disait tantôt Muriel, mais également Malaya, ça dépend aussi de nos valeurs en tant qu'entreprise, en fait. Donc, si on est au centre de si, par exemple, tout ce qui est la conscientisation, l'héritage, la protection de la planète sont au centre de nos valeurs et de nos pratiques, c'est un investissement qu'on doit faire et qui sera payant par la suite parce que c'est vraiment une demande également des consommateurs qui veulent, comme je le disais, des produits qui sont bien pour eux, mais qui sont bons pour la planète. Et si on veut également, en tant qu'être humain, que garder ou conserver un peu ce bien-être que l'on a actuellement, ben, ça passe par la protection des ressources et donc par un usage responsable également des cosmétiques. Parce que quoi qu'on en dise, quand on a une étagère pleine de cosmétiques, ben, à notre petite échelle, on contribue également à la pollution, en fait. Martine, j'aimerais bien t'entendre là-dessus, les défis que tu vois, que tu aurais à relever par rapport à tout ça. Et aussi, pour répondre aussi à la question qui a été posée avant, je trouve que
tu sais, au niveau, avec le capitalisme, je trouve que c'est important en tant qu'entreprise, dès le début, en fait, d'avoir des critères, par exemple, des valeurs d'entreprise qui font en sorte que même si on arrive à un certain moment où on a beaucoup plus de production, mais vu qu'on a déjà mis des critères qui sont des critères spécifiques, ça fait en sorte que peu importe notre niveau de production, on peut quand même conserver cette authenticité au niveau des critères. Par rapport aux défis au niveau de l'entreprise, je dirais au niveau de, par exemple, quand, par exemple, c'est le temps de créer des nouveaux produits, mais vraiment, je dirais de trouver vraiment des fournisseurs qui vont vraiment s'accorder un peu aux valeurs que j'ai par rapport, par exemple, le fait d'être éco-responsable ou le fait, par exemple, d'avoir des ingrédients qui soient biologiques et véganes. Donc ça, je dirais que c'est un des plus gros défis parce que je trouve que, en fait, j'ai commencé avec des produits, j'ai commencé en fait à concevoir des produits que je voulais qu'ils soient biologiques à la main et véganes. Donc, c'est, donc, en respect, en fait, par rapport à ces critères-là, je trouve que c'est parfois difficile de trouver des fournisseurs qui vont nécessairement remplir tous ces critères-là puis qui puissent aussi fournir une grande quantité de certaines matières premières. Mais vu que pour moi, c'est vraiment important, ben, des fois, ça peut faire en sorte que des fois, ça prend beaucoup plus de temps à trouver les bons fournisseurs pour les matières premières. Et je dirais que ça, c'est un des plus gros défis ouais, au sein de mon entreprise. OK. Là, maintenant, bon, on va rentrer dans la dernière étape de notre discussion. C'est quoi vos perspectives par rapport à vos structures? Le fait d'avoir lancé vos initiatives avec le savoir-faire important dans votre qu'on retrouve dans vos produits. C'est quoi vos perspectives par rapport avec ça? Quelle vision avez-vous maintenant par rapport à ça? OK. Marianne. Est-ce que tu peux reformuler? Je crois que je n'ai pas compris, désolée. Ouais, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que vous avez décidé d'entreprendre en respectant le savoir-faire traditionnel. On vient de découvrir les défis que ça emmène. On sait qu'il y a le développement aide, oui, mais en même temps, on est face au capitalisme et en même temps, on veut continuer à maintenir ce savoir-faire-là, le produire. C'est quoi vos perspectives maintenant par rapport à ces enjeux-là? Comment quelle est votre vision à plus long terme par rapport à ça? Pour maintenir le développement de ce que vous êtes déjà en train de produire, de créer. Muriel me comprend, elle secoue la tête, alors est-ce que tu peux prendre la parole? En fait, je suis en train de l'enregistrer dans mon cerveau et puis essayer de trouver une réponse cohérente en fait à ma réflexion. Bon, c'est sûr que... Qu'est-ce que vous faites avec ce savoir-faire-là? Vous l'avez maintenant, le savoir-faire, vous l'avez transféré dans vos réalisations, dans les produits que vous avez mis sur le marché, là, vous l'avez maintenant. Maintenant, face à tous ces enjeux, le capitalisme, le souci d'avoir toujours des ingrédients de qualité et en même temps, vous devez répondre à une demande. Est-ce que vous répondez suffisamment à la demande? Est-ce que vous avez maintenant une autre perspective en vue d'améliorer ou d'amener le développement de votre structure vers où vous voulez le faire? Oui. Moi, bon, de mon côté à moi, pas moi personnellement, mais du côté de Simca, effectivement, on est arrivé à une croisée de chemin où on a réalisé qu'on a besoin d'aller... on ne suffit plus à la demande actuelle avec la structure que nous avons et il faut alors l'amener à un autre niveau en travaillant, en allant rechercher des partenaires qui partagent les valeurs que nous avons dans notre stratégie. Et là, on est, et surtout, ce savoir-faire, je vais l'amener en dehors, en fait, je veux le mettre un peu plus en avant à travers des distributions par des partenaires B2B qui existent déjà, mais qui sont réfractaires à
l'acceptation, en fait, d'une certaine forme de transmission, bien de format, de contenu en termes de cosmétiques, qui sont un peu frileux. Donc, trouver des partenariats comment dire, des porte-paroles de ces valeurs-là que nous partageons pour que ce soit eux qui véhiculent le message qu'on veut transférer à travers Simca, à travers nos produits pour aller de l'avant avec des partenaires qui sont à la fois avec nos valeurs, mais qui sont bien connus, qui sont conscients aussi que le capitalisme, ça aide d'une certaine manière, mais ça ne doit pas être au détriment. Et ce sont ces partenariats-là, en fait, qu'on recherche, qu'on est en train de mettre en place pour qu'on puisse, mettons, aller dans n'importe quel magasin où on ne pourrait pas penser trouver parce que pour moi, nos créations, ce sont nos valeurs. Trouver nos valeurs dans ces endroits-là. Donc, c'est là-bas que c'est vers là où on est en train d'amener la structure, dans cette perspective-là, être les équivalents des L'Oréal de ce monde, mais avec ces valeurs-là, dans cette perspective de produits naturels, savoir-faire maintenu, parce que de toute façon, quand on regarde, tous ces grands consortiums, ils ont compris que c'est de ça qu'on a besoin et ils sont tous en train de retourner par là-bas. Donc, essayer, pendant qu'ils font ces virages-là, de trouver notre part de notre portion de marché et puis mieux nous asseoir avec eux. En termes de... L'autre chose aussi, c'est maintenant revoir nos fournisseurs. Maintenant, voir au niveau local des personnes ou des entreprises. Mettons, par exemple, le palais de Carité. Si jamais, moi, je suis à court et que je ne peux plus, moi, me fournir mon Carité, mais je vais plus envisager dans nos listes de fournisseurs partenariats, mais contacter Mariam et puis voir avec elle dans quelle mesure est-ce que pour un projet spécifique, je peux m'approvisionner du Carité chez elle, par exemple. C'est comme ça que je veux l'amener plus de l'avant. Comme on dit, c'est un principe de chaîne de valeur. Hein. Donc, comme tu disais tout à l'heure, Sabine, tout s'enchaîne et puis ça donne un résultat. Mais en même temps, c'est aussi circulaire. Rien n'est linéaire, donc il faut toujours amener. Donc, je pourrais faire ça plutôt que de prendre l'avion. Donc, mon empreinte carbone aussi va être réduite. De toute façon, on ne peut même plus voyager. Donc, ça, c'est une façon aussi qu'on peut faire. Mais c'est vraiment dans le développement de partenariats et stratégie de développement B2B pour amener ce savoir-faire en dehors de juste en ligne, en dehors de nous, mais à l'extérieur. Et puis, continuer à être une tête dure, à me battre contre les grands consortiums de la cosmétique pour amener vers tout ce qui est, je n'aime pas le terme brut, mais vraiment, rien que les ingrédients mis ensemble, c'est leur synergie qui fait une différence. Ça, c'est un combat, mais jusqu'à présent, j'ai survécu, donc c'est que je suis capable de continuer là-dedans. Mais c'est vraiment cette perspective-là. Donc, c'est vraiment être les lauréats de ce monde, mais avec nos valeurs. Mariam, tout au début, Mariam disait que la transmission, c'est la répétition, c'est la traçabilité. Comment, avec vos produits, vous pouvez faire justement, faire cette action-là, de répéter, de faire la traçabilité de ce savoir-faire-là auprès des femmes qui consomment vos produits, par exemple? Parce que là, on s'entend, on parle de transmission, on a toujours on pense automatiquement à la femme. Est-ce que Mariam peut répondre, ou Bicha, ou bien Martine? Je n'ai pas bien compris ta question. Tu disais que la transmission, c'est non, la tradition, c'est la transmission des valeurs, c'est la répétition. La répétition, c'est toujours une trace. Comment, justement, avec ce que vous produisez, comment vous transmettez, quel message vous voulez transmettre aux femmes qui utilisent, je sais qu'il y en a dans vos produits, ça peut aussi s'adresser à des hommes, à des enfants, mais là, on parle de femmes souvent qui sont le relais, le vecteur de transmission. Comment, quel message vous transmettez à ces femmes qui vont utiliser vos produits? Moi, le message que je fais passer à mes clients, à ces femmes ou à ces hommes qui achètent souvent mes produits, parce que ce n'est pas seulement les femmes qui sont mes clients, mais il y a des hommes où les hommes achètent pour faire un cadeau à leurs femmes. Moi, je les fais comprendre que c'est des femmes, le beurre de karité, c'est un métier de femme. Et ces femmes sacrifient leur vie pour
leur offrir des produits de qualité. Par exemple, quand je parle de l'association de mon village, elles vont voyager de kilomètre à kilomètre pour aller écraser les noix de karité. Parce que si c'est une certaine quantité, elles ne peuvent pas s'asseoir toute la journée, faire une semaine pour concasser le beurre de karité. Elles font recours à un moulin, à un village voisin. Donc, et même pour aller ramasser des noix, il y a des femmes ou il y a leurs enfants qui essaient d'aider la famille à avoir un peu d'argent, et ces enfants-là sont victimes d'une morsure de serpent sous les arbres de karitier. Et tout ça, c'est des êtres humains qu'on perd. Donc, je fais savoir à mes clients que non seulement le produit, de ne pas considérer le coût du produit, mais de considérer la qualité et toute l'énergie, toute la force et tous les sacrifices que ces femmes ont utilisés, ont mis en place pour leur offrir ce produit. Comment éduquer le consommateur vers l'utilisation des produits qui ciblent beaucoup le savoir-faire traditionnel? Bibicha, tu voulais intervenir? Oui, j'ai un peu rassemblé un peu les dernières questions que tu as posées. Nous, en fait, notre prochaine étape, on trouvait que c'était vraiment important d'inclure le consommateur au sein de notre démarche et de lui montrer qu'il est important de faire des choix conscients, en fait. Donc, nous, notre philosophie, c'est vraiment de prôner un authentique retour aux sources, et on aimerait bien mettre en place, en fait, une plateforme, un espace, en fait, de partage, de connaissances, d'expérience et de savoir, parce que ce que je trouve qui est très important, et cette vision est partagée par mes associés, c'est que dans la tradition, il y a la communication, il y a la transmission, et nous, on prône également aussi le métissage des cultures, parce que comme j'ai dit, avec mes associés, on vient de pays différents, et chaque pays a ses traditions, et je pense qu'en tant qu'individu, on peut tous tirer un bénéfice, en fait, de ces diverses traditions pour aller plus loin ensemble, en fait. Donc, en fait, nous, on voudrait mettre, en fait, une plateforme où, pas forcément nos consommateurs, mais où les individus pourraient venir parler de leur héritage, parler de leur transmission, de leur tradition. Et on aimerait également montrer à quel point, en tant qu'individu, on a du pouvoir, mais on peut être autonome également. Donc, on veut mettre également en place des capsules de formation qui, en fait, sensibiliseraient l'individu, le consommateur, par rapport aux traditions de rituels de beauté du monde, et qui leur donnerait également des recettes, des outils pour être autonomes dans la fabrication, par exemple, de leurs cosmétiques. Donc, comment faire un savon maison qui soit naturel et adapté pour leur peau, pour leur donner l'alternative, dans le sens où, pour leur montrer que quand on achète un produit, qu'il y a un choix derrière qui est fait, on a un pouvoir en tant que consommateur avec notre argent, mais que l'on peut également, nous, apporter notre pierre à l'édifice en étant autonome et en ayant un peu, ce que je pourrais dire, c'est un peu en anglais là, mais to be aware, avoir une connaissance, une conscience par rapport à l'impact, en fait. Donc, notamment, nous, au niveau de nos produits, on essaye de faire un peu comme la nature. La nature est polyvalente. On a vu tout à l'heure avec Mariam la polyvalence du beurre de karité. Nous, on essaie de faire en sorte qu'un produit ait plusieurs usages. Donc, par exemple, avec nos chantilly corporels, on peut les utiliser pour le corps, les cheveux. Par rapport à notre liniment, c'est avant tout une crème de change pour bébé, mais la maman peut l'utiliser également comme démaquillant, comme crème après soleil. Donc, c'est vraiment toujours chercher à avoir avec un ingrédient, un produit, quels sont les usages, comme dans la nature, que je peux avoir par rapport à ça. Et donc, je pense qu'il faut éduquer, conscientiser les individus par rapport à ça, en fait. Martine, je sais que tu l'avais dit quand on t'avait rencontré lors du marché, que tu mettais en place des tutoriels en ligne, tu faisais des petits ateliers. Est-ce que c'est ta façon à toi, justement, que tu utilises comme moyen pour conscientiser le consommateur vers l'utilisation des produits fabriqués fait main, en fait, et les encourager à toujours se tourner vers le savoir-faire traditionnel? Oui, exactement. C'est pour ça aussi que je trouve que c'est vraiment important. Par exemple, aux 2 semaines, je fais des vidéos en direct, par exemple, sur Instagram,
pour inciter en fait mes clients puis aussi les potentiels clients à vraiment poser des questions au sujet non seulement des cheveux naturels, mais aussi des produits pour vraiment les inclure dans cette démarche-là pour qu'ils puissent un peu vraiment comment dire, avoir un esprit critique puis essayer d'être un peu plus curieux par rapport à comment les produits sont faits, comment prendre soin de leurs cheveux naturels. Par rapport à ça, il y a un autre aspect aussi que j'aimerais rajouter dans ma compagnie, ça serait aussi de montrer plus des, comment dire, on dirait en anglais behind the scene, comme un peu des scènes ou par exemple des moments où je suis en train de préparer les produits pour vraiment les inclure un peu dans ce processus-là pour qu'ils puissent voir, OK, bon, en ce moment, ça c'est Sans du beurre de dévoiler le karité, secret, après bien on le sûr. fond, puis après ça devient une crème. Donc vraiment, c'est pour que les gens puissent vraiment comprendre que lorsqu'ils achètent par exemple un produit, ben, il y a quand même une étape derrière ça pour puis en même temps, dans ces vidéos-là, ça me permettrait aussi de leur expliquer, par exemple, les fournisseurs avec qui je fais affaire, par exemple, pour acheter mon beurre de karité, pour qu'ils puissent vraiment voir que, mais en fait, juste voir en fait d'où vient le beurre de karité, puis d'où vient en général les ingrédients que j'utilise dans mes produits. Donc, définitivement, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant que je pourrais me rajouter dans mon entreprise pour que les gens soient un peu plus outillés, puis aussi qui puissent être aussi un peu plus informés par rapport à la fabrication des produits. Puis je pense aussi qu'il y a certaines personnes, il y a certains consommateurs aussi qui, en fait, qui aiment bien savoir aussi d'où viennent leurs produits, comment les produits sont faits, c'est quoi un peu l'historique derrière la compagnie. Donc, je trouve que c'est définitivement quelque chose qui serait intéressant d'incorporer dans ma compagnie. Ouais. Bibicha, oui. Oui, non, désolée. Ton nom d'entreprise, c'est Malaya, mais ton prénom, désolé? Ah, C'est Martine. Martine, oui. Non, Martine a raison. Et j'ai vu un peu sur les réseaux sociaux et tout ce qu'elle fait. Et je pense qu'on doit tirer profit également des réseaux sociaux pour, comme disait Martine, pour sensibiliser les consommateurs et pour les informer aussi. Parce que nous, on connaît beaucoup le beurre de karité, le beurre de cacao, le beurre de mangue, les vertus, tout cela. Mais c'est assez nouveau pour beaucoup de personnes en Occident, en fait. Donc, c'est notre devoir également de le valoriser, de le faire connaître, de l'entretenir. Et de nos jours, ça passe par les réseaux sociaux, être présent sur Facebook, Instagram, avoir un site, un blog. Donc, vraiment utiliser tous les outils qui sont à notre portée pour, oui, pour sensibiliser les gens et les conscientiser, en fait. Je vais juste, oui, je vais juste rajouter quelque chose par rapport à ça parce que je pense que mes consoeurs ont fait vraiment tout le tour. Bon, de mon côté à moi, je suis un peu plus le behind the scene, c'est pas ma passion. Par contre, en termes d'éducation, oui. Par contre, ça, oui. Et ce que spontanément je fais, mais que là, j'ai dû arrêter à cause de la COVID, c'était des ateliers do it yourself que c'était extraordinaire. Bon, maintenant, le fait via Zoom, c'est pas pareil parce que c'est pas le contact humain n'est pas là. Je le fais via pour redonner ça justement, éduquer les personnes. Je fais souvent moi-même comme personne, Muriel. Je fais affaire avec des organismes qui viennent en aide aux femmes dans Montréal. Puis je vais faire des sessions do it yourself. Un dernier, c'est souvent c'est drôle, mais pour eux tous, c'est souvent les derniers jeudis de chaque mois. Je ne sais pas pourquoi. Puis l'après-midi, on va passer 2 heures ensemble et puis on fabrique des soins. Mais à travers ces soins, les ingrédients choisis, il y a toujours le karité, etc. Mais je leur raconte l'histoire derrière la polyvalence de ces ingrédients-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec, comment est-ce qu'ils peuvent aussi l'utiliser, la prise de conscience quand ils vont vers ces ingrédients, ce que ça leur apporte en termes de bien-être, mais aussi d'où la provenance, quelle différence ils peuvent faire en fait dans l'utilisation de ces ingrédients. Puis quand je n'ai pas le choix parce que dans mon équipe, on aime vraiment me mettre en avant. Je fais c'est les vendredis où je fais des sessions sur Facebook où je réponds à toutes les questions. Donc, je prends un ingrédient, par exemple, puis je parle de la versatilité de cet ingrédient-là, ce qu'on pense, ce que les gens ne pensent même pas qu'ils peuvent faire avec. Puis là, je réponds aux questions et je finis bien sûr par dire où est-ce qu'on les trouve dans les différents produits, etc. Donc, c'est vraiment au niveau de l'éducation. Et j'ai une session de questions, j'avoue que ça, c'est mon karma, parce qu'elles aiment tout ça, où il y a tout le temps des questions qui viennent, donc je prends ce moment-là, on s'échange par courriel, toutes les questions qui n'ont même
de tout, en fait, dans le bien-être. La dernière question que j'ai eue, justement, c'était comment est-ce que je peux utiliser le karité pour un mal de gorge, quelque chose comme ça. Et j'ai réalisé que contrairement à ce qu'on pense, les personnes qui viennent vers nous utiliser nos produits sont très au courant, ils sont très éduqués. Et ce dont ils ont besoin, c'est plus juste qu'on les éduque, mais qu'on les accompagne dans cette connaissance-là à faire les choix responsables, mettons au respect de l'eslo cosmétique, d'où viennent nos produits, et valoriser l'utilisation qu'on en fait avec ces différents, et puis les sensibiliser sur les médias sociaux, parce qu'ils sont, moi, en tout cas de mon expérience, ils sont bien plus éduqués, même parfois que moi-même, plus au courant de certaines choses que moi-même, et j'apprends. Et pour qu'on évite, qu'on les amène tout le temps, oui, tu sais, mais maintenant, comment tu l'utilises? Dans cette perspective-là que je fais, moi, les interventions. Et puis les behind the scene, non, j'en fais plus beaucoup. J'ai arrêté avec ça. Alors, la transmission, vous l'avez reçue de façon orale ou écrite? Dites-moi tout. Orale et écrite, moi, c'est les deux. Mais beaucoup plus orale, c'est drôle. Hein? Ça peut être quand on est en train à la cuisine, je pense que c'est toutes les mamans. Mais Muriel vient m'aider avec le poisson et puis là, elle te met à te raconter des choses, te dit tout. Et à la fin, tu réalises, ah, mais tiens, elle m'avait dit ça. Hein? Il y a des moments maintenant, je vois des choses, je dis, ah, mais attends, c'est pour ça qu'elle faisait ça. Mais elle ne m'a jamais dit le pourquoi. Donc, c'était beaucoup oral. Puis bon, j'ai piqué son livre de recettes, alors j'ai écrit. C'est ça. c'est le côté de la chose. Ouais. On sait aussi qu'on apprenait beaucoup, hein, jusqu'à présent, ça peut arriver en regardant. Hein, c'est beaucoup comme ça aussi qu'on apprend. Hein. On apprenait avant aussi. Là, c'est tu regardes et puis tu essaies de retenir sans nécessairement écrire parce qu'on veut que tu apprennes à mémoriser les secrets. Malaya, est-ce que tu envisages de faire, Martine, est-ce que tu envisages de faire un petit livre, je ne sais pas, avec quelques petites recettes, capillaires, comme tutoriel, en dehors de tes séances virtuelles, par exemple? J'ai pas bien compris de faire des tutoriels, en fait. J'ai pas trop compris. Est-ce que tu te vois faire des petits livres, en fait, des petits carnets ou des petites fiches à partager avec le public? Ah, ok, j'ai compris la question. Ouais, ça serait vraiment intéressant. Il y a je sais qu'il y a certaines personnes, il y a certains de mes clients qui m'ont demandé, par exemple, on aimerait avoir, par exemple, des conseils sur, je sais pas moi, la pousse des cheveux, la casse des cheveux, des choses comme ça. Donc, j'envisage peut-être faire, je sais pas si ça serait peut-être sous une forme de livret, mais peut-être plus un blog que les gens pourraient aller, puis dans lequel je pourrais répondre aux questions des gens, par exemple, faire un article sur quelque chose ou sur une autre chose que je pourrais rajouter à mon site web. Donc, ouais, définitivement. Que je me suis rendu compte que oui, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des besoins au niveau capillaire, mais qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui manquent d'informations en général sur le soin des cheveux naturels. Donc, définitivement, de les éduquer avec ce que je sais, bien sûr, ça serait définitivement quelque chose d'intéressant, ouais. Parce que surtout quand je fais, par exemple, des lives sur Instagram, il y a quand même beaucoup de questions sur le soin des cheveux naturels. Ou des fois, par exemple, quand une personne vient pour acheter un produit, souvent, vu que j'ai déjà expliqué, je fournis quand même un support personnalisé, ce qui veut dire que si une personne a des questions par rapport aux soins des cheveux naturels, ben, je vais répondre aux questions qui sont spécifiques à sa situation. Donc, ça arrive souvent que dans ces moments-là, en posant des questions sur les produits, ils posent aussi beaucoup de questions sur leur parcours capillaire. Donc, définitivement, ouais. Alors, on s'entend, mesdames, que vous n'allez jamais dévoiler vos secrets, vos formules, hein, parce que c'est un savoir-faire que vous avez hérité, que vous allez précieusement conserver. Mais quels conseils vous voulez partager à ceux qui nous regardent, aux consommateurs qui sont interpellés par cette question de transmission, de savoir-faire traditionnel? Ce serait le mot de la fin. Quels conseils vous auriez à partager avec eux? On va commencer avec Mariam. C'est quoi ton conseil, Mariam? Écoute, c'est que nous qui sommes réunis ici, que j'ai nommé d'ambassadrices,
nous travaillons avec un seul produit qui est le beurre de karité. Le beurre de karité est un produit magique qu'on peut l'utiliser partout. Si on s'assoit maintenant pour expliquer dans quel cas on peut utiliser le beurre de karité, c'est à l'infini. Et moi, je me positionne au naturel, 100% naturel, comme distributrice. Et les autres, il y en a qui font des transformations avec, c'est-à-dire que les clients voudront venir chez moi, mais s'ils vont chez les autres, c'est qu'ils sont venus chez moi. C'est le même produit. Et moi, comme slogan que j'ai mis sur mes produits, souvent je conseille aux clients que si vous prenez soin naturellement de votre corps, il vous le rendra bien. C'est écrit un peu partout sur mes bannières, que vous pouvez aller voir sur Facebook, même souvent sur mes emballages. Si vous prenez soin naturellement de votre peau ou de votre corps, il ou elle vous le rendra bien. Donc, on peut conseiller aux clients, même c'est une catégorie que j'ai ciblée quand je partais je faisais mes ventes sur place à l'hôpital Sainte-Justine. Et je conseillais aux mamans d'utiliser les beurres de karité pour changer la couche des bébés. Ce n'est pas comme des vaselines. Il n'y a pas de produits chimiques, c'est naturel. Le bébé, moi, les enfants mangent mon beurre de karité quand ils se mettent sur le corps. Je peux vous montrer des photos des parents qui m'ont envoyé que... donc, si le produit est à l'état pur et naturel et bien fait, ça veut dire qu'on aura moins de problèmes de santé, de problèmes de démangeaison. Donc, je conseillerais les clients de toujours se penser à la consommation naturelle. Parfait, Bibicha. Alors, moi, je dirais à mes clients que prendre soin de soi, c'est pour moi, qui suis un peu une épicurienne, que c'est un art de vivre, une philosophie en fait. Et que prendre soin de soi, ça doit rimer avec le plaisir. Et que la nature a des ressources incroyables et qu'en tant qu'individu, il faut tout simplement être curieux et qu'il ne faut pas hésiter à aller poser des questions, se documenter, comme disait Martine, avoir un esprit critique, remettre en question les choses, remettre en question le statu quo. Et que en cette période de coronavirus, de pandémie, on a tendance à être isolés les uns des autres, à se replier sur soi, que c'est important au contraire d'aller vers l'autre, apprendre de l'autre, apprendre de sa culture, de ses traditions et de son héritage pour grandir et pour se développer en fait. Martine, quelle serait pour ramener un peu à ce que je disais, je dirais aussi l'esprit critique, comme j'ai dit tantôt, puis aussi de toujours de se questionner aussi à qu'est-ce qu'on utilise sur notre peau ou sur nos cheveux, puis aussi à vraiment prêter attention, non seulement quand on achète un produit cosmétique ou autre chose, aux ingrédients, de vraiment essayer de voir, OK, est-ce que l'ingrédient que je lis, est-ce que je connais l'ingrédient, est-ce que je peux faire des recherches sur l'ingrédient pour vraiment savoir un peu qu'est-ce qu'on consomme. Donc, je trouve que c'est ça, le client doit vraiment, j'encouragerais les clients à vraiment regarder les ingrédients pour vraiment mieux connaître en fait qu'est-ce qu'il met dans son corps pour, c'est ça, être sûr que c'est des ingrédients qui vont promouvoir sa santé. Madame de Simca, Oui. quel conseil que tu aimerais partager à ceux qui nous regardent? Ce que ce que je vais partager avec eux, comme disaient mes consoeurs, c'est oui, questionner, faire attention aux ingrédients, mais surtout être indulgent envers soi-même et se rendre compte que lorsqu'on se met vers les produits naturels, comme je dis, c'est rajouter une touche de joie dans notre routine de soins. Que ce soit nos cheveux, que ce soit nos corps, c'est cette touche de joie-là qu'on va chercher quand on reste avec les produits naturels. Mais il faut aussi être indulgent avec soi-même et accepter que le naturel, ce n'est pas un résultat wow. C'est tout un processus et une indulgence qui nous amène vers le wow. C'est ça, en fait. C'est tout un tout. Alors, on retient, on a eu 4 personnes, 4 femmes investies dans la commercialisation de produits naturels. L'ingrédient principal qui se retrouve dans leur gamme, c'est le beurre de karité. Consommer du naturel, consommer ce qui vient
de la nature, de la terre, parce que non seulement vous prenez soin de vous, vous faites attention à ce que la nature nous donne pour pouvoir nous permettre d'être épanouis, de faciliter un bien-être, mais aussi songez que quand vous achetez un produit naturel, il y a une chaîne qui a débuté quelque part et souvent, ça a permis à des femmes ou des personnes de pouvoir, ça a favorisé leur autonomie, ça a permis une économie de subsistance, ça permet peut-être aussi une réinsertion sociale. Vous contribuez en fait. Ne regardez pas le prix. Le prix est fixé parce qu'il y a en amont toute une chaîne qui explique pourquoi on doit mettre ce prix-là. Et le but, c'est de vous faire du bien et en même temps d'avoir donné à la nature sa place qui est souvent, on l'a vu, hein, on vit beaucoup l'environnement est en train de nous montrer qu'on n'en prend pas bien soin et on est en train de vivre les répercussions, le revers de la médaille. Donc, la nature est faite pour qu'on puisse en profiter et ce qu'elle nous offre est bénéfique pour nous. Alors, prenons conscience de cela. Changeons nos comportements et nos gestes. Retournons vers les produits naturels. Revenons vers l'utilisation de ce que nos ancêtres utilisaient en fait. Revenons vers ça parce que c'est ainsi que nous pourrons déjà dans un premier temps respecter cet héritage-là et permettre à ceux qui font l'effort de maintenir ce savoir-faire-là, de continuer à exister et à résister. Je veux utiliser le mot résister parce qu'il s'agit de ça. C'est une résistance et pour qu'on continue à avoir, comme disait au début Marianne, une répétition et surtout une traçabilité, bien, il faut qu'on retrouve cette résistance. Et cette résistance-là, elle va se manifester parce que nous aurons pris de nouvelles façons, nous aurons appris de nouvelles manières de consommer et nous utilisons principalement ce que la nature a nous offrir. Alors, mesdames, j'ai été ravie de vous accueillir pour ce moment d'échange. C'était 90 minutes. Vos témoignages et analyses ainsi que vos commentaires montrent bien comment vous êtes très, très consciencieuse sur cette question de savoir-faire traditionnel et qu'il prend une place prépondérante dans vos initiatives et même dans votre vie. Alors, je vous remercie. Je remercie à nos internautes qui étaient avec nous, qui ont suivi notre discussion aujourd'hui. Ingrid qui dit que c'était une très belle table ronde. Nancy, toujours fidèle au poste. Raymond également, qui était avec nous. Ariel qui nous a salués. Baldé qui était là également. Alors, je vous souhaite beaucoup de succès encore dans vos initiatives, dans vos structures. Bon vent à vous toutes dans vos entreprises. Simca, bon vent. Malaya, pareil. ABCD au naturel qui est tout bébé, qui a 4 mois maintenant ou 5 mois? Oui, tout bébé depuis le mois de juin 2020. Donc, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 6 mois. 7 mois. 7 mois. Donc, on commence à marcher un petit peu, mais qui tourne encore. Hein? Donc, voilà. Et puis, la matrone du beurre de karité, le pilier du beurre de karité à Montréal. Je te souhaite beaucoup d'autres années hein, d'ancrage. Tu nous as présenté lors du marché virtuel les prochains produits qui vont être commercialisés. Ce sont les savons, hein, des savons qui viennent donc, qui auront des dérivés avec le beurre de karité et puis d'autres ingrédients. Alors, j'ai bien hâte parce que j'aimerais m'en procurer. Chez moi, avec l'hiver, j'ai des crocodiles. Alors, ça fait du bien.
Alors, je vous rappelle à tous qui avaient suivi notre discussion que nous étions en présence donc de la fondatrice du Palais du Beurre du Karité, Sanema, Madame Mariam Sembré, avec Madame Muriel Christelle Koukoua, qui est de Simca Biocosmétique, avec Bibi Chambibi de ABCD au naturel, avec Martine Talbot de Malaya. Alors, n'hésitez pas à aller regarder leur structure, regarder les plateformes qui existent, continuez à magasiner dans ces temps des fêtes. On n'a pas le choix, là, c'est obligatoire maintenant, plus en ligne qu'en présentiel. Alors, magasinez, faites-vous plaisir, revenez vers les utilisations de produits naturels, prenez soin de vous, prenez soin de votre âme, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre mental, revenez vers l'essentiel qui est la source, qui est ce que la nature nous offre pour pouvoir rester authentique. Et en consommant ces produits-là, vous êtes en train de maintenir la transmission. Vous êtes en train d'encourager le savoir-faire et vous êtes en train de permettre à ces femmes de poursuivre ce mandat qu'elles ont reçu, qui est de transmettre et de respecter le savoir-faire traditionnel. Alors, je rappelle que Femmes et Traditions s'intéresse à la mémoire des femmes, défend et promouvoit son image comme vecteur de transmission culturelle et célèbre la force d'âme des femmes autour de l'identité. Notre table ronde s'achève. Restez connectés pour suivre nos prochaines actualités. Nous avons notre prochaine activité qui est un atelier d'écriture. Soyez des notes, ça va être une belle activité avec Dilia Despeines. Alors, soyez très nombreuses ou nombreux comme vous le voulez. Il y a un bon déroulement pour cette activité-là. Donc, ce sera un plaisir de vous retrouver parmi nous. Et on vous dit bonne fin d'après-midi. Au revoir. Merci, bye mesdames. Merci, au revoir. Merci beaucoup, mesdames. Merci, bye. Bye.